Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Université, comment trouver l'adéquation entre certaines filières et le marché de l'emploi? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. De plus en plus, les diplômés des facultés de lettres viennent grossir les rangs de chômeurs. Certains de ces facultés, sortant de ces facultés, n'ont aucune perspective. S'agit-il d'une inadéquation des formations données par ces facultés avec le marché de l'emploi? Pourquoi ces filières continuent-elles d'exister alors? Comment résoudre ce problème? Et pour en parler, nous avons trois invités sur ce plateau. Dr Aboubakar Abdoulwahidou Maïga, secrétaire principal de la faculté de lettres et de sciences humaines de Bamako. Boubacar Garba Koulibaly, président d'honneur des étudiants de la faculté de sciences administratives et politiques et membre de la coordination du bureau de l'AIM. Namakan Kamara, sortant de la faculté de lettres, langues, arts et sciences humaines. Je suis Imran Akilo Maïga, invités, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Docteur Aboubakar, pourquoi doit-on choisir une faculté de lettres? Merci beaucoup Imran pour l'invitation. La question est un peu difficile à répondre parce que c'est comme si en fait on demande à quelqu'un pourquoi vous voulez être tel ou tel, vous voulez exercer tel ou tel emploi. Ce sont des choix personnels, ce sont des choix individuels venant des étudiants qui terminent quand même des filières littéraires au niveau du lycée et qui viennent justement faire des choix. Les gens choisissent les filières littéraires ou bien les filières des sciences humaines, comme ils choisissent aussi les filières scientifiques ou bien agronomiques. Vous voyez, c'est un choix individuel. Et puis, aujourd'hui, on sait que les choix après les bacs passent nécessairement par les campus du Mali. C'est là où les gens choisissent les universités. C'est après, en ce moment, qu'ils viennent confirmer leur inscription individuellement au niveau des bureaux des différentes scolarités des universités et des instituts. Vous voyez, encore que pour les instituts, surtout pour la majorité, il faut passer par des tests. Vous voyez, donc pourquoi choisir des filières littéraires ou bien sociales ou bien... Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne tout, on enseigne les langues, on enseigne les littératures, on enseigne la philosophie, on enseigne les sciences sociales, socio-anthropologie, les sciences de l'éducation, qui sont des connaissances capitales pour l'être humain, parce qu'il ne faut pas oublier que la connaissance même démarre à partir de ces filières qu'on tente aujourd'hui, je ne sais pas, qu'on prétend aujourd'hui, je ne sais pas, minimiser. La mère des sciences, de toutes les sciences, c'est la philosophie. Et pourtant, aujourd'hui, ceux qui font philosophie, on pense qu'en fait, ils choisissent des filières pour aller chômer. Et pourtant, aujourd'hui, quand vous regardez, même au niveau européen, beaucoup de gens font encore de la philosophie et les philosophes sont sollicités sur les plateaux pour donner leur point de vue, même par rapport à l'actualité qu'on voit actuellement, la guerre en Ukraine. Des philosophes sont invités pour donner leur point de vue, l'utilisation des machines. J'ai l'habitude de dire aux gens que chaque chose qu'on a aujourd'hui a sa philosophie. La philosophie de l'utilisation des machines, la philosophie de l'utilisation des réseaux sociaux, la philosophie des sciences qu'on enseigne, la philosophie de la littérature, la philosophie des mathématiques. Parce que chaque science doit être pensée. Et si vous pensez que ce n'est pas nécessaire de penser ces sciences-là en créant des choses ou bien en y travaillant, allez demander aux philosophes. Ils vont vous faire sortir des théories qui vous amènent en fait à changer d'idée. Parce que tout simplement, les gens ne connaissent même pas en fait pourquoi quand on crée un téléphone, il faut savoir sa philosophie d'utilisation pour ne pas l'utiliser à d'autres fins qui pourraient nuire, par exemple, à la société. Vous voyez, donc c'est utile d'enseigner ces disciplines-là, que ce soit les littératures, les sciences sociales, les langues, l'anglais, par exemple, dont vous parlez, ou bien les Russes, les autres langues, permettent aux gens, en fait, de comprendre les autres cultures. Plus vous connaissez de langues, plus vous connaissez aussi
vous accumulez aussi des savoirs, parce que chaque langue vous amène vers d'autres connaissances. Si vous connaissez l'anglais, vous allez lire les livres en anglais. Mais en dehors de ces connaissances-là, pour quel débouché? Pour quel débouché? Pour travailler. Ce n'est pas la faute, je ne sais pas, à une université, quelqu'un qui est formé en anglais ou bien en russe ou bien en espagnol ou bien en portugais ne parvient pas à avoir un travail dans l'immédiat dans un pays donné. Peut-être que la demande n'est pas aussi au rendez-vous, mais vous allez trouver un autre pays où la demande est exponentielle et tout le monde, au contraire, on cherche même des gens peut-être qui parlent espagnol ou bien portugais pour qu'ils viennent travailler là-bas. Mais vous allez trouver qu'au Mali, la demande n'existe pas, mais pourtant on forme des gens quand même en espagnol. Mais est-ce que vous avez le droit de dire à un étudiant de ne pas venir se former en espagnol? Est-ce que vous avez le droit de dire à quelqu'un de ne pas venir se former aussi en portugais? La demande existe. Ceux qui font littérature, oui, ils ont la demande. Parce que dans les lycées, on enseigne les littératures, que ce soit les littératures françaises, les littératures anglaises, les littératures de tous les pays. Les littératures sont utiles aussi à connaître, parce que quand vous connaissez la culture, les civilisations et les littératures d'un pays, vous connaissez les humains, les individus, les populations, et puis de ces pays. Et vous connaissez en ce moment ces pays. Un pays, c'est quoi? C'est constitué d'individus. Et les individus font quoi? Ils créent en fait de la matière culturelle. Et la matière culturelle existentielle, c'est la littérature. Ce sont les œuvres que les gens écrivent, les arts que les gens produisent, les tableaux que les gens produisent, que les gens dessinent. C'est ce qu'on enseigne. Bon, on ne peut pas dire à quelqu'un, non, quand vous enseignez, quand vous apprenez ça, vous n'allez pas travailler. Non, la personne va travailler. Il faudra poser la bonne question. Et la bonne question, c'est celle peut-être à laquelle nous allons venir à travers les questions, peut-être les interrogations que vous allez poser au fur et à mesure. Je vais Namakan Kamara, vous êtes un sortant de la faculté de lettres, langues, arts et sciences humaines, ex-Flash. Vous êtes un sortant depuis 2007 et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes à la recherche de l'emploi. Dites-nous pourquoi avez-vous choisi cette faculté? Ok. Et bonsoir, Monsieur Maïga. Bonsoir aux co-débatteurs et bonsoir aux téléspectateurs. Cette question, quand j'étais au lycée, de la 10e jusqu'à la terminale, je me sentais mieux en anglais. Raison pour laquelle, après le bac, dès la préinscription, j'ai choisi la Flash. Donc, et la filière que j'avais en tête, c'était l'anglais, unilingue. Parce qu'à l'ex-Flash, c'était anglais bilingue, anglais unilingue. C'est l'anglais unilingue que moi j'ai choisi parce que depuis la 10e année, c'était vraiment quelque chose qui me tenait en tête. Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour avoir un emploi? Ok, merci M. Maïga. J'ai eu à fouiller dans beaucoup de départements, c'est-à-dire dans les ONG. Pour les écoles, on demande généralement les sortants de l'INSUP. C'est ce problème qui vraiment nous fatigue. Au niveau des lycées, c'est les sortants de l'INSUP qui sont généralement sollicités. Et ça fait combien de temps vous tapez aux portes? Oui, j'ai fait 1 an et 6 mois à la mine d'or de Loulou, parce que quand tu fais l'anglais, il n'est pas forcément dit que tu peux enseigner ou tu peux travailler dans les ONG, tu peux travailler dans les ambassades, les mines d'or pour être interprète. On a tous ces atouts-là. D'accord. Boubacar Garba, vous êtes à la faculté de lettres, à la faculté de sciences administratives et politiques de Bamako. Vous avez entendu tout de suite toutes ces explications que Dr Aboubacar Maïga vient de donner. Pourquoi avez-vous choisi cette faculté administrative? Ok, merci bien. Et bonsoir, chers co-débatteurs, chers téléspectateurs, chers militants et militantes, camarades de la FSAP et d'autres facultés. Je suis Koulibaly Boubacar Garba, étudiant en sciences politiques à la FSAP, option sociologie politique. Bon, avant que la FSAP soit créée, qui est d'ailleurs même
Une branche de la faculté de lettres, de langue et sciences humaines? Non, bon, plutôt nous sommes à l'UEJPB, l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. La FSAP, c'est une nouvelle faculté qui a ouvert ses portes en 2017. La première promotion a commencé à prendre cours en début 2018 avec les promotions 2017 et quelques anciens bacheliers, y compris moi-même. Et avant la FSAP, j'ai passé par l'IGE, l'Institut universitaire de gestion de Bamako, où j'ai une licence en finance comptabilité. C'est à partir de mes notions de comptabilité que j'ai commencé à aimer, à s'intéresser à la vie politique. La vie politique aussi, à la gestion de la cité, qui m'a conduit vers les sciences politiques, l'art de la gestion de la cité. Et je me rejoins un peu à mon secrétaire principal. Le choix des filières de formation souvent constitue des visions personnelles et qui sont souvent différentes de la responsabilité de conduite ou d'embauche de ces différentes formations. Certes, la santé, la sécurité, l'éducation, avec grand E, ces secteurs de l'éducation dont nous faisons partie, que ce soit commençant par l'enseignement préscolaire, fondamental, secondaire, normal, technique, professionnel, jusqu'au niveau universitaire. Tout ça incombe la responsabilité de l'État. Quand on analyse un pays comme le Mali, qui vient de connaître l'université, c'est là qui aura bientôt les 3 décennies. Pour moi, l'heure est à se poser la question de quelle université malienne les citoyens inspirent encore, ou quel genre d'école ou d'université le Mali en a besoin. Et avec cette grande parenthèse et tous ces problèmes d'employabilité, de formation, de filières qui sont là-dedans, ces équations seront équilibrées dans cela. Lorsque vous avez choisi la faculté de l'administration, qu'est-ce que vous a été dit sur son débouché? Et pour son débouché, à la FSAP d'abord, il y a 3 licences. La licence sciences administratives, la licence sciences politiques et la licence sciences administratives et politiques. Dans la licence sciences politiques, il y a 2 options. Les relations internationales, leur débouché, c'est être des conseillers aux affaires étrangères, s'aventurer dans le monde de la diplomatie, être ambassadeur, être chargé des affaires extérieures, que ce soit des entreprises publiques ou privées. Pour ceux de la sociologie politique, dont ma filière, nous nous intéressons généralement à la vie étatique, à la vie para-étatique, c'est-à-dire l'emploi des ONG, l'emploi de tous les services régionaux, sous-régionaux qui ont des visions par rapport à l'État, le mode de mécanismes de communication de l'État. Nous aussi, on peut être aussi des administrateurs civils ou des administrateurs dans le secteur privé. Pour ceux de la science administrative, et on les appelle chez nous les administrativistes, ceux qui sont là à garantir les lois administratives, c'est-à-dire ceux qui contrôlent le circuit administratif même, du plus haut jusqu'au plus haut sommet de l'État. Les diplômés de certaines filières littéraires et scientifiques ont du mal à se vendre sur le marché de l'emploi au Mali. Le taux de chômage ne cesse de grimper chez les sortants de ces filières. Ces derniers se disent stigmatisés. Ainsi, certains pédagogues prônent la reconversion. Nous écoutons Bala Kamara pour ce reportage.
j'ai fini la flash en 2012 et l'institut en 2013. Bon, ici à la maison, il n'y a pas de travail, on ne t'embauche pas, tu fais des va-et-vient, ça n'aboutit à rien. C'est le message de désespoir de Khadijatou Tienta, qui est diplômée en sciences sociales et en travailleur social. Comme elle, ils sont des milliers de diplômés maliens sortant des filières littéraires à subir de plein fouet le chômage. J'ai été soutenu en 2010. Je suis alors à la recherche de l'emploi. Depuis 2011, l'État avait organisé un concours. De 2011 jusqu'à nos jours, il n'y avait pas eu un concours encore concernant le recrutement. Chaque fois qu'on voit des sages, on fait tous nos efforts, mais par finir, ça n'est abouti à rien. Vraiment, nous sommes marginalisés. Il y a une inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Pour les pédagogues, le système éducatif malien ne répond plus aux besoins du marché de l'emploi. Mohamed Touré conseille les diplômés dans cette situation de privilégier la reconversion. C'est le système même qui est en défaut. Souvent, tu vas jusqu'à l'université, tu ne sais pas en fait ce que tu vas faire. Il faut les réorienter vers les suites de formation professionnelle. C'est la possibilité de reconversion. Personne n'est fait pour dire que ce que j'ai fait comme diplôme, il faudrait que je puisse avoir obligatoirement cet emploi correspondant au diplôme que j'ai eu. C'est l'école emploi. Depuis 1983 qu'on est dans cette situation. En attendant, ces diplômés interpellent l'État à mieux s'impliquer afin de faciliter leur réinsertion professionnelle. Docteur Aboubakar, pourquoi est-il si difficile de décrocher un emploi quand on sort de certaines filières littéraires? Bon, il faut savoir d'abord qu'aujourd'hui, si vous prenez les données de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle, c'est-à-dire les dernières données qui ont été publiées, les études menées même, c'est l'insertion professionnelle des diplômés des universités ou bien des institutions publiques. Ce rapport a été publié en mars 2021. Si vous prenez ces données, vous allez trouver que les diplômés qui trouvent plus d'emplois aujourd'hui, ce sont les diplômés en fait des écoles et des instituts agronomiques. Après, ils viennent ceux qui sont formés en sciences techniques, puis en sciences juridiques, en sciences de l'homme, puis en sciences littéraires et en sciences économiques. Mais ça, c'est dans l'ensemble. Mais lorsque vous prenez, en fait, au niveau des services publics, vous allez trouver que ceux qui sont employés ceux qui sont diplômés des sciences économiques et des lettres sont presque les plus nombreux aujourd'hui. Pourquoi, en fait, ces différences? Parce que les gens voient, en fait, les nombres. Les nombres, pourquoi? Parce qu'au niveau des universités, quand vous regardez les inscriptions, les effectifs qui sont inscrits tous les ans dans les universités, les étudiants qui viennent s'inscrire en sciences économiques dépassent de loin tous les autres étudiants qui vont dans les autres secteurs, qui vont dans les autres domaines. Par exemple, vous allez trouver que l'année passée, au niveau des sciences économiques et de gestion, il y avait 3500 étudiants qui étaient partis s'inscrire uniquement pour faire économie. Est-ce que le Mali a besoin d'autant de spécialistes en économie? Puis, au niveau de la FLESEL, de notre propre faculté, c'est notre propre faculté qui vient en ce moment en deuxième position. Vous allez trouver qu'il y a plus de 3000 aussi qui sont venus s'inscrire. En 2020-2021, ils étaient à 4032 étudiants qui sont venus s'inscrire pour faire littérature, langue, c'est-à-dire les différentes langues et sciences du langage. Au même moment, vous vous posez la question, est-ce que le Mali a besoin d'autant de spécialistes dans ces filières? On aurait voulu que dès les lycées, en fait, on oriente les gens vers les filières professionnalisantes, les filières professionnelles, dès le lycée. Parce que le choix s'est fait dès le lycée. M. Camara l'a dit, c'est très important. Le choix s'est fait dès le lycée. Et si vous ne faites pas un bon choix au niveau du lycée, vous ne pouvez pas aller dans d'autres filières, même si vous le voulez après votre bac. Donc vous êtes en train de dire que c'est l'État qui crée qui grossit les rangs de chômeurs. L'État ne crée pas. Nous sommes tous comptables, hein? Nous sommes tous comptables dans cette affaire. Les parents, que ce soit les parents d'élèves ou bien les services étatiques, tout le monde est comptable. L'État
pourrait prendre des décisions, des mesures pour imposer, comme ça se fait dans certains lycées. Quand on voit que vous excellez dans telle discipline, on vous met en sciences. Mais ce sont les parents d'élèves qui viennent encore et retirer leurs enfants des filières scientifiques pour les mettre dans les filières littéraires ou bien économiques, parce qu'on pense que là-bas, l'enfant a plus de chances d'avoir le bac. Personne ne veut que son enfant échoue au bac. Et les taux de réussite dans les filières économiques, sociologiques et littéraires est plus important que les taux de réussite dans les filières scientifiques. C'est ce que les parents regardent, ce n'est pas la finalité. Alors que les professeurs et les proviseurs, les censeurs, et ils regardent la finalité. Ils se disent que l'étudiant excelle en maths, physique, chimie, donc je vais le mettre en sciences exactes ou bien en biologie. Donc il va devenir après un médecin, il va trouver facilement un emploi. Mais sur le moment, les parents ne voient pas ça. Et puis après, quand vous avez, par exemple, l'année passée, 32 000, c'est-à-dire plus de 30 000 admis au bac, et sur les 30 000 admis au bac, plus de la moitié a été orientée vers la FSEG et notre université. Nous en pâtissons encore aujourd'hui parce que nos enseignants sont allés en grève à cause des paiements des heures supplémentaires. Parce que les gens ne savent pas que quand l'effectif augmente, les groupes augmentent. Ce qui augmente le volume d'heures supplémentaires. Et les volumes d'heures supplémentaires ne bougent pas, les effectifs augmentent. Et cette année, imaginez, l'année passée on était à 30 000. Cette année nous sommes à 66 000 admis au bac. Et déjà les universités commencent à crier. Parce qu'au niveau de la FSAP, vous avez été obligé de rouvrir. On avait limité les inscriptions. Et l'année 2017-2018, de leur inscription, où ils ont commencé au niveau de la FSAP, ils n'étaient pas plus de 400. 400 et quelques. Moi, j'ai donné cours là-bas, je connaissais la classe. On avait à peine 2 groupes au niveau de la FSAP. Mais aujourd'hui, ils sont à combien de groupes? L'année passée, la FSAP a inscrit seulement 1500 et quelques. De 400, vous êtes passé à 1500. Et cette année, je suis sûr qu'ils vont passer à 3000 ou bien à 4000. Et ils ont été obligés de rouvrir. Parce que les 66 000 étudiants, il faut les mettre quelque part. Et malheureusement, la majeure partie ont fait des filières littéraires. Les droits, les sciences juridiques, les sciences politiques, les sciences humaines, les sciences littéraires, les langues, ce sont des filières, ce sont des filières littéraires où on va envoyer des filières encore comme socio-anthropologie. Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Vous allez chercher... D'abord, il faut savoir que l'université n'est pas faite pour tout le monde. L'université n'est pas faite pour tout le monde. L'université, d'ailleurs, elle est faite pour les gens qui veulent faire généralement carrière dans des institutions supérieures ou bien dans la recherche ou bien même aussi à l'université. L'université forme pour ça. La meilleure des solutions, c'était en fait de créer des écoles avec des formations courtes et porteuses. Et il me semble que cette solution a été posée déjà en 2014 lors du forum sur l'enseignement supérieur organisé par le ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, Muntari Tall. Et toutes les solutions, c'est-à-dire les solutions, tous les problèmes posés aujourd'hui qu'on rencontre dans l'enseignement supérieur ont eu leurs solutions dans ces documents. Et déjà là-bas, on disait en fait de professionnaliser les formations, de décharger les universités pour envoyer les gens dans les filières courtes et porteuses. Mais ce n'est pas votre responsabilité? C'est la responsabilité de tout le monde, j'ai dit. Mais c'est surtout la responsabilité des premiers décideurs, ceux qui se trouvent au niveau des instances de prise de décision. Les écoles, sur ce point, il faut même dire que les écoles sont déjà créées. Nous avons des écoles qui forment déjà des ingénieurs, des agronomes, des bâtisseurs de ponts, et ainsi de suite, des médecins et puis ceux qui travaillent déjà dans les métiers du livre, dans les arts. Ce sont des filières professionnalisantes et qu'on peut employer sur les champs. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des écoles encore dont l'accès est soumis à des tests. Vous allez trouver sur 5000 étudiants qui se présentent, l'école concernée
ne va choisir peut-être que 100 ou bien 120. Maximum 200, il ne dépasse pas ça. Les autres vont aller où? À l'université. Ils vont aller à l'université, ils vont se former en littérature. Vous vous formez en littérature. Le Mali a besoin de 50 par an. Et 2000 sortent par an. On va prendre les 50. C'est énorme, mais au niveau des effectifs, ça ne serait pas palpable parce qu'on voit les autres qui ont échoué. Ce sont eux qu'on voit, pas ceux qui ont reçu. Donc, vous êtes en train de voir la majorité qui a échoué, la majorité qui n'a pas eu d'emploi. Mais il y a une majorité aussi qui a eu de l'emploi, qui est en train de travailler, que ce soit dans les publics ou bien dans les privés. Et ces majorités, quand vous les regardez, ils sortent en fait de nos universités. Parce que, par exemple, au niveau de la flash, nous formons jusqu'à la licence. Après la licence, ils vont à l'ENSUP. Ceux qui n'arrivent pas à atteindre l'ENSUP, ils vont travailler dans les secteurs privés au niveau des lycées privés. Ce n'est pas de l'emploi, c'est de l'emploi, même si c'est précaire. C'est de l'emploi. Vous voyez, ils vont encore travailler dans les ONG. La plupart sont les sortants de chez nous, en sociologie, sciences de l'éducation et lettres. Mais vous n'allez pas les voir parce que vous voyez les chiffres de l'autre côté, parce que les Maliens pensent que si vous n'êtes pas dans les publics, vous n'avez pas trouvé un emploi. Alors que ce n'est pas ça. Même dans les privés, vous pouvez vous pouvez travailler jusqu'à la retraite et être chosé au niveau de l'INPS. Mais tant que vous n'êtes pas dans les publics, vous vous dites non, je suis au chômage. Namakan Kamara, vous avez dit que votre choix a été porté sur l'anglais étant au lycée. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un regret d'avoir choisi l'anglais? Non, je ne regrette pas. Parce que, comme M. Koulouba et M. Maïga viennent de le dire, quand on ne travaille pas, quand on ne travaille pas dans les services publics, donc on peut dire qu'on est chômeur. Mais moi, après ma formation, j'ai eu à travailler dans des petites ONG, mais malheureusement, 2 ans, 3 ans, ça prend fin. Donc j'ai été dans les mines, 1 an, 6 mois, ça prend fin. Je n'ai pas regretté, mais en tout cas, l'anglais, ça m'a permis quand même de faire des affaires. Est-ce que vous estimez qu'il y a une inadéquation entre ce domaine d'études et le marché de l'emploi? Le problème se pose où? L'anglais, quand tu viens enseigner, des fois, c'est la pédagogie qui manque aux étudiants qui font la flash, contrairement à l'INSUP. Donc, mais dans les ONG, tu peux travailler sans problème avec l'anglais. Les ONG, les ambassades, il n'y a pas de problème. Boubacar Garba, est-ce que vous avez espoir qu'à la fin de vos études, vous aurez un emploi? Est-ce que vous avez la certitude? Oui, bien sûr, j'ai la certitude. Qu'est-ce qui vous fait croire? Puisque je sais que ce soit... mes camarades, tout d'abord, doivent se mettre en tête que nous venons à l'université pour se former. Comme Amadou Ampateba aussi l'a dit, l'école ne fournit que du papier. Si on a un bagage intellectuel en tête, on peut servir. Et on vient à l'université aussi pour évoluer dans un domaine. Et évoluer soit dans les secteurs privés ou publics. À défaut de l'employabilité de l'État, nous pouvons partir sur le secteur de l'entrepreneuriat ou soit chercher d'autres secteurs qui sont différents de la fonction publique. Et ce problème d'inadéquation entre les filières de formation à l'emploi, je pense que la meilleure des solutions, en tant que d'abord, parce que nous, les élèves et étudiants, c'est nous les premières victimes. Première victime parce qu'en réalité, le professeur l'a dit, les années universitaires ou scolaires sont inachevées à cause des grèves intempestives des professeurs dues à des questions financières qui sont dues aussi aux réalités pédagogiques qui sont là. Ce que je vais proposer en réalité, c'est qu'on change de système éducatif. Comment?
du plus bas, depuis l'enseignement préscolaire et fondamental, qu'on essaie de revenir avec le CEP pour depuis la 6e au second cycle, que les meilleurs étudiants partent au second cycle. Le taux de pourcentage d'admission au DF, que l'État s'assume, que les vrais méritants en réalité, ils passent pour venir au lycée. Avec ces systèmes APC, approche par compétence, c'est bien, mais en réalité, qu'on essaie aussi de mettre les moyens en place pour que cet apprentissage puisse être à hauteur de souhait, car c'est le lycée maintenant qui est la phase préparatoire pour l'université et qu'on essaie de revaloriser l'enseignement normal, l'enseignement technique et professionnel. Comment valoriser l'enseignement technique? C'est d'abord former les bons professeurs et les envoyer vers là-bas avec les moyens techniques là-bas pour apprendre à ses étudiants. Puisque en réalité, moi j'ai d'ailleurs fait le lycée technique. J'ai fait le lycée polytechnique d'Anki Maïga. J'ai vu plusieurs élèves là-bas abandonner maths technique génie civil parce qu'il n'y avait pas de professeurs, par exemple des RDD ou certains professeurs de certaines matières. Ils n'étaient pas du tout disponibles. C'est une réalité, je l'ai vu. C'est en réalité, tout ça, c'est la faute des académies, c'est la faute de l'État. Manque de professeurs adaptés. Et l'élève aussi, il ne peut pas passer 5 à 6 ans au lycée pour ça. Il change de filière. C'est à défaut de sa mère qu'on tête souvent sa grand-mère. Et quand on vient à l'université, en réalité, l'État aussi doit essayer... C'est à partir vraiment de la lutte contre la corruption que tous aussi ces problèmes-là va se résoudre. Ok, vous l'avez dit que votre université a été créée en 2017. Alors, non, notre faculté. Votre faculté a été créée en 2017, autant pour moi. De 2017 aujourd'hui, est-ce qu'il y a une première sortie? Oui, ça a été fait même le mois de décembre. Comment ils sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi? Bon, moi-même, j'ai fait partie de la première promotion, mais moi, je dois terminer cette année. Mais mes camarades qui ont eu la latitude de terminer l'année passée, en réalité, d'autres sont partis à des écoles militaires, d'autres en train de continuer en master, d'autres aussi sont en stage. Mais quand même, la première promotion est sortie. Et nous comptons sur aussi notre université, comme c'est une nouvelle faculté, de créer davantage de nouveaux masters aspirant aux besoins actuels dans la continuité de ces licences pour que nous puissions être formés davantage. Et que les diplômes de notre université, l'USJPP, soient accessibles au niveau du concours d'entrée à la nouvelle ENA. C'est ça même qui nous aspire beaucoup à cœur, que l'État vraiment augmente le budget de fonctionnement de la nouvelle ENA pour qu'il puisse mieux recruter et former davantage et resservir l'État encore. Tout le monde sait que depuis que l'ENA a été fermée, le Mali n'a pas formé d'administrateurs civils. Il n'y a que des administrateurs recadrés pour être administrateurs civils. Mais des jeunes gens qui ont étudié réellement la science administrative de la L1 à la L3 et continuer en formation continue, depuis que l'ENA a été fermée, il n'y en a pas. Ça sera vraiment un aubaine vraiment que nous puissions venir à ces niveaux, former et se former. Car quand on part à l'ENA, on peut venir enseigner aussi. On peut devenir des préfets, des sous-préfets et même travailler sur d'autres plans nationaux ou internationaux. Et il y a une grosse partie qui incombe aussi la responsabilité de l'État, car c'est une question de politique, c'est une question de décision. Les propositions de solutions n'ont jamais manqué. Et les réalités sont là. Il ne faut pas qu'on fait admettre tout le monde au bac. Tout le monde n'a pas sa place à l'université. Et quand on propose des solutions, qu'on crée ces écoles, il faut qu'on les crée
qu'on mette un portefeuille pour ces écoles qui forment et accompagnent aussi ces sortants aussi sur les marchés d'emploi. Par exemple, les formations, ceux qui vont faire les formations professionnelles, les plomberie, carrelage, peinture, staff, tout. À la fin de leur formation, qu'on essaie de mettre ce que je vais dénommer des aides sociaux ou des ateliers sociaux pour eux, pour les accompagner sur le marché d'emploi. Ils vont se débrouiller. Il ne faut pas que ces secteurs, pour un pays en voie de développement, soient laissés de côté. Boubacar Mega, vous avez dit il faut une formation courte et porteuse. Alors, comment sortir de ce déséquilibre entre les filières enseignées et le marché de l'emploi? Vous savez, pour la petite histoire, il faut savoir que au début de notre histoire, à l'indépendance, ce sont les grandes écoles qui existaient. L'université de Bamako va commencer à opérer à partir de 1996. Il faut attendre 2011 pour que cette université soit divisée en 4 universités thématiques. Et plus tard, nous verrons l'université de Ségou, qui est une université à vocation justement à donner des formations professionnelles qui puissent déboucher directement sur des emplois immédiats. Vous voyez. Donc, quand on regarde l'histoire, on voit que pour les besoins immédiats, ce que l'État même a créé, c'était des grandes écoles. L'ENA, l'ENSUP, et ainsi de suite. Pour pouvoir faire travailler les gens dans l'immédiat. Et ces gens-là sortaient immédiatement, on les employait. Plus tard, l'université est venue. Mais dans la pratique, on a su que ce n'est pas tous les sortants de l'université qui pouvaient être employés sur le champ. D'où justement les tremplins de l'ex-flash dont la formation servait justement à faire en sorte que les gens, à partir de la licence ou bien après la maîtrise, puissent aller faire encore l'ENSUP pour être diplômés, aller travailler. Aujourd'hui, je pense que la réflexion a été menée l'année passée. Il y a au moins 2 ateliers auxquels moi-même j'ai pris part, que le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé, pour amener les responsables universitaires à réfléchir sur la professionnalisation en fait des formations universitaires et aussi à l'adaptation des formations au marché de l'emploi local. Vous voyez. Et des réflexions ont été faites dans ce sens. Et cette année, nous-mêmes, au niveau de notre université, nous avons eu à faire des ateliers de révision, des maquettes, des formations, pour pouvoir professionnaliser davantage en fait nos formations. Dans ce sens, nous avons, au niveau de la licence déjà, cette année, nous allons ouvrir 2 filières professionnelles au niveau de la faculté des lettres. Et je suis sûr qu'au niveau de l'autre faculté aussi, il y a des filières professionnelles qui vont s'ouvrir. Ça, c'est à notre niveau. Au niveau des autres universités, la même idée, en fait, suit bonnement son cours jusqu'à ce que la professionnalisation des formations donc vous vient même que ce à système créer... qui sera mis en place aura un impact sur le marché de l'emploi? Ce sont des mesures qui auront nécessairement des impacts considérables sur le marché de l'emploi, dans le sens où on forme désormais pour l'emploi au niveau des universités. Mais cela va créer d'autres problèmes. Comme quoi? Comme, en fait, la création des filières qui existent déjà au niveau des instituts. Et ça va rendre caduque ou bien même obsolète ou bien inutile l'existence même de certaines institutions d'enseignement supérieur qui sont là. Parce qu'il y a des écoles et des universités... Ces filières-là, non, il y a des écoles et des universités qui pourraient former en fait dans les mêmes filières. Dans les mêmes filières et former les gens dans les mêmes... Par exemple, la FSEG pourrait être amenée à former des gens dans les mêmes spécialités que l'UG, par exemple. Et ça crée déjà un problème en ce moment d'autorité et de pertinence même de l'existence d'une ou de l'autre, surtout de l'UG, parce que vous allez patauger dans les spécialités de l'autre. Au même moment, nous sommes en train de réfléchir au niveau déjà des responsables universitaires à faire en sorte que les écoles et les instituts puissent accueillir davantage d'étudiants en leur sein pour qu'au niveau des tests, on puisse
augmenter le nombre de places qu'on réserve tous les ans. Sur 10 000 étudiants, on ne peut pas prendre 200 et vouloir, dans les filières en fait professionnelles, et vouloir faire en sorte que l'employabilité puisse prévaloir au niveau universitaire. Les autres vont faire l'université, alors que dans ces universités-là, vous allez trouver que c'est peut-être 100 ou 50 qui auront la chance d'aller faire les masters puis les doctorats. Encore que les masters n'est même pas financés, vous voyez. Et les doctorats aussi non plus. Les gens s'arrêtent à la licence, et au niveau de la licence, le problème même, c'est encore la correspondance, c'est-à-dire l'équivalence de ces diplômes-là au niveau de la pratique dans la fonction publique. Ils ont les diplômes, mais comment vous allez les employer? Comment vous allez les recruter au niveau de la fonction publique? C'est la grande interrogation que les travailleurs, les responsables de la fonction publique aussi ont eu à poser lorsque nous avons eu des échanges avec eux, parce qu'eux aussi, ils sont confrontés à ça. Il y a des associations qui sont nées pour aller demander au niveau de la fonction publique de créer des emplois pour qu'ils puissent être utilisés. Mais la fonction publique ne sait pas aujourd'hui comment en fait répondre à ces interrogations si les universités n'arrivent pas à adapter aussi leur formation dans l'immédiat à des emplois existants au Mali. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Mali, les gens travaillent plus dans les secteurs tertiaires, c'est-à-dire les services au niveau de l'administration. Tout le monde veut être dans les bureaux. Alors que les secteurs qui emploient le plus, qui doivent employer le plus, parce que le Mali, c'est un pays agricole. C'est le secteur primaire. Et au niveau du secteur primaire, vous allez trouver que c'est 12% que nous avons, tandis que nous avons près de 80% qui travaillent au niveau du secteur tertiaire. Et 15% seulement au niveau du secteur secondaire, qui sont les industries. Alors que nous devons avoir plus de gens dans les secteurs secondaires et les secteurs primaire pour que les pays puissent se développer. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire, il reviendra à zéro. D'accord. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour permettre aux sortants de ces facultés-là puissent être compétitives sur le marché de l'emploi? Ok. Il va falloir que l'État prenne des décisions par rapport à la création des filières courtes. Des filières courtes. Parce que si on continue avec le système LMD, comme M. Maïga vient de le dire, cette année, la fonction publique qui vient juste de prendre fin, les sortants des sciences de l'éducation étaient écartés. Donc c'est à la dernière minute qu'ils ont fait appel à ces gens-là et ceux qui ont fait anglais, les interprètes. C'est à la dernière minute qu'on a fait recours à ces gens-là. Donc maintenant, Avez-vous tenté? Oui, j'ai tenté. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, on attend les résultats. Les résultats ne sont pas encore disponibles. Donc maintenant, les filières agro-pastorales sont vraiment sollicitées maintenant. Ceux qui sont à l'IPR de Katibougou sont vraiment sollicités. D'accord. Oui. Un dernier mot, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour permettre à ces sortants-là d'accéder au marché de l'emploi? Oui, bon, moi je pense que pour que déjà... En 30 secondes, s'il vous plaît. Il y a bon nombre qui sont dans les rues déjà qui n'ont pas d'emploi. Il faut les réincorporer. Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour éviter davantage ces cas? C'est vraiment la nouvelle réforme universitaire pour vraiment faire de la formation directe à l'employabilité pour qu'au moins 80% des produits finis puissent être consommables dans tous les secteurs. Merci beaucoup. Sur ce mot que se referme ce grand dialogue dont le thème était université, comment trouver l'adéquation entre certaines filières et le marché de l'emploi. Et nous étions avec Dr Aboubakar Abdoulwahidou Maïga, secrétaire général de la faculté de lettres et de sciences humaines de Bamako, Boubacar Garba Koulibaly,
Ali, président d'honneur des étudiants de la faculté de sciences administratives et politiques et membre de la coordination du bureau AIM, Namakan Kamara, sortant de la faculté de lettres, langues, arts et sciences humaines. Je suis Mirana Kilomaïga. Merci auditeurs, téléspectateurs. Vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org. À la semaine prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.